Bonsoir à tous et bienvenue au 20h magazine de ce dimanche. Nous serons dans les champs de manioc pour parler de l'agriculture et de sa plus grosse difficulté liée au financement. Nous allons également rebobiner le film de l'actualité de la semaine dans nos pages rétrospectives et vous aurez droit à une chronique qui fera la rétention de 2 ouvrages parus récemment. La première partie de ce journal magazine, vous le savez, est réservée à l'actualité. Bienvenue au 20h le MAG. Les consultations de paix initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont entrées dans leur 2e journée consécutive ce dimanche. Près de 10 groupes armés, non compris le groupe M23 Makenga, ont exposé leur cahier de charges auprès de l'équipe gouvernementale. Les explications sur cette journée avec Giscard Koussema au bout du fil depuis Nairobi. Au 2e jour des consultations de paix sur la République démocratique du Congo organisées à Nairobi, 8 groupes armés ont poursuivi les travaux en attendant l'arrivée ce même jour d'une dizaine d'autres mouvements. Les groupes qui ont participé ces jours sont venus de la province du Sud Kivu, principalement des territoires d'Uvira, Fizi, Mwenga, Shabunda et les hauts plateaux de Minembwe. Le M23 Makenga n'a pas participé tel que l'avait exigé la délégation gouvernementale à cause de la poursuite de ses activités militaires au Nord Kivu. Les travaux proprement dits se sont consacrés à la compilation des cahiers des charges de chaque groupe pour l'essentiel. Tous évoquent des raisons identitaires et d'autodéfense, mais se disent prêts à faire avancer les processus tels que voulus par le président Félix Tshisekedi Tshilombo et ses pairs de la sous-région. Pour sa part, le chef de la délégation de Kinshasa, Prof Serge Tshibangu, a rappelé aux nouveaux venus le message ultimatum du président de la République et sa nouvelle approche PDDRCS qui prend en compte les échecs des précédents programmes. Il a aussi été rappelé les attentes de ces consultations, notamment les cessez-le-feu immédiats et la reddition inconditionnelle et volontaire avant la réinsertion sociale. Toutes les parties ont aussi suivi les messages du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lu par l'observateur membre du bureau de l'envoyé spécial de la CIRGL. Antonio Guterres a pris bonne note de l'approche à 2 volets décidée par les conclaves de chefs d'État. Il a exhorté tous les groupes armés locaux à participer sans condition au processus politique en cours. Les travaux vont se poursuivre ce lundi avec la participation d'une dizaine d'autres groupes armés de l'Ituri et Nord Kivu en attente d'évacuation vers Nairobi. Et pour commenter cette actualité, nous recevons sur ce plateau messieurs Diony Kaninda, il est analyste politique. Bonsoir monsieur Kaninda. Bonsoir cher Patrick, merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous avez suivi avec nous les détails de Giscard Koussema depuis Nairobi. Quels sont selon vous les enjeux de ces discussions et quel crédit accordez-vous à ce pourparler? Les enjeux sont des tailles parce que vous le savez, le changement en principe ne peut pas se négocier, le changement doit s'imposer. Mais à un certain moment, moi j'ai senti que le président de la République, le chef de l'État, a tendu la main aux compatriotes qui avaient choisi de prendre les armes pour lutter contre leur propre pays. Et en ce moment-là, il y a eu un sommet qui s'est tenu le jeudi 21 à Nairobi. Et au cours de ce sommet, il y a une résolution qui a été prise, celle de pouvoir parler avec les groupes armés pour leur donner une ultime chance. C'est-à-dire, nous allons mener des actions sur terrain, une action conjointe avec au niveau de la sous-région, mais avant cette action-là, que nous puissions d'abord échanger pour les écouter, qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Mais ici, il faut souligner que le président de la République l'avait si bien souligné qu'il ne s'agit pas des négociations, ni d'une compromission quelconque, mais ici, il s'agit de donner, de tendre la main à des compatriotes pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent rejoindre les rangs de leur réinsertion inconditionnelle, bien entendu. Et ça, je crois que c'est un enjeu de taille pour le retour effectif de la paix dans cette partie orientale du pays. Alors, M. Kaninda, s'il faut donner un chiffre à une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances aujourd'hui d'un retour définitif de la paix dans l'Est du pays? Je crois qu'aujourd'hui, avec cette implication du président de la République, avec ses homologues de la partie Est, je pense qu'on peut donner une chance autour de 8%, enfin 8 sur 10, parce que moi je comprends que hier, si la République n'a pas pu arriver à donner la paix aux compatriotes de l'Est,
C'était parce que, bon, finalement, les gens ne voulaient pas y arriver. Mais aujourd'hui, il y a une volonté manifeste des autorités du pays qui ont finalement placé la partie Est, le Sud, Kivu et l'Ituri sous l'état de siège. C'est une volonté de pouvoir retrouver la paix dans l'Est du Congo. Et aussi, le fait pour la RDC d'aller dans les différentes organisations sous-régionales, toujours pour ramener la paix, parce que le président de la République n'était pas obligé de les écouter. Mais puisqu'il y a une résolution au niveau sous-régional qui voulait quand même que le président puisse l'écouter, la RDC puisse les écouter. Le président, c'est vrai, il les a pas entendus directement lui-même, mais ces services qui sont là sont en train d'entendre. D'ailleurs, les consultations se poursuivent en dehors du M23 qui a déclenché de nouveau des hostilités sur le terrain. Et donc, le M23 était exclu de ces consultations-là. Donc, la chance, elle est aujourd'hui à 8 sur 10 parce qu'il faut considérer qu'il y a des compatriotes de l'Est du Congo qui doivent eux aussi comprendre l'enjeu pour se décider finalement d'accompagner ce processus lancé par le gouvernement congolais. Alors, M. Kaninda, puisque vous parlez du M23, on le sait qu'il ne participe pas à ce pourparler. Est-ce qu'on peut encore espérer un accord avec ce groupe armé dans un futur? Non, moi je crois que nous avons suivi le compte-rendu de ce sommet. Ils ne peuvent pas, en aucun cas, les Congolais aujourd'hui peuvent accepter une quelconque négociation qui va vers un accord avec le M23 parce que vous le savez aujourd'hui, il y a des députés M23, il y a eu des ouvertures par le passé pour le M23, mais regardez qu'ils ont encore repris les armes pour tuer les Congolais. Est-ce qu'il faut encore aller négocier avec eux? Je pense que les Congolais ne sont pas prêts à accepter un quelconque accord avec le M23 et je crois que le président est ici déterminé dans ça. Dieudy Kaninda, merci d'être passé sur ce plateau pour commenter ce fait d'actualité. Merci beaucoup, c'était très bref, mais je crois que l'essentiel, c'est que nous puissions tous aujourd'hui regarder dans la même direction du retour à la paix dans l'Est du Congo, parce qu'il faut finalement développer cette partie ensemble avec toute la RDC. Nous allons continuer à commenter ce fait d'actualité dans nos émissions. Merci d'être passé encore une fois sur ce plateau. On parle encore une fois de Ebola en République démocratique du Congo. Le virus vient de ressurgir dans la province de l'Équateur. Le ministre de la Santé a confirmé dans un communiqué le décès d'un étudiant de 31 ans dans la zone de santé de Wangata. À l'heure actuelle, 2 échantillons ont été testés positifs et 74 cas contacts sont poursuivis. Diane Balaka. Le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a dans un communiqué officiel déclaré ce samedi la résurgence du virus Ebola en RDC après la confirmation d'un cas à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur dans le nord-ouest du pays. Les autorités sanitaires de la RDC se préparent donc à la riposte. Et cela commence par l'identification de cas contacts du malade. D'après Jean-Jacques Mbungani, les équipes de la division provinciale de santé et de la zone de santé de Wangata sont déjà sur le terrain pour mener les activités de riposte, notamment les listages et les suivis d'environ 74 contacts à ces jours et à la décontamination de formations sanitaires et des ménages est en cours. Et le ministre de la Santé publique de poursuivre, je cite, « J'invite la population de Mbandaka à s'impliquer à la réponse, car à l'expérience avérée de la gestion de maladies à virus Ebola lors de la récente épidémie. Les équipes de riposte de la province accompagnées par les niveaux centrales pourront arriver à contrôler dans le meilleur délai cette épidémie. » Fin de citation. Impérativement trouver les termes justes pour juguler la crise de cohabitation entre Katanga et Kassaïens vivant dans les provinces du Katanga. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui a reçu cette mission du chef de l'État avant la table ronde qui s'annonce à Lubumbashi, poursuit sa série de pourparlers. Voici en images et commentaires le résumé de ces discussions avec les chefs coutumiers et membres de confessions religieuses du Grand Katanga. Pati Tondwango. Déterminé à rétablir la paix et l'harmonie dans la cohabitation entre Katanga et Kassaïens, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a poursuivi sa mission de sensibilisation sur la paix en recevant ce samedi 23 avril 2022 une délégation des autorités traditionnelles du Grand Katanga. Rencontre qui a tourné autour de la recherche et de la quiétude et du développement, comme a laissé entendre les chefs Kaponda. Donc, nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre, c'est concernant la paix dans les deux provinces du Grand Katanga et du Grand Kassai. Donc cette conférence vraiment nous dit que vraiment il faut vraiment s'intégrer.
Donc la communauté du Grand Katanga doit s'intégrer au problème du Grand Kasaï et le Grand Kasaï doit vraiment s'intégrer. Puisque pour nous, tant que chefs coutumiers, c'est la paix. C'est la paix. Donc nous recevons nos frères du Grand Kasaï, ils viennent ici. C'est dans la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, celui de l'Équateur ou du Grand Kasaï ne peut pas habiter le Grand Katanga. Non. Donc pour nous, en tant qu'autorité traditionnelle, c'est vraiment la paix. Et ce que nous voudrons quand même, c'est s'intégrer aux us et coutumes de la province du Haut-Katanga. Non, la réaction était positive. Il nous a conseillé que non, d'ici quand on va commencer la table ronde, il va intégrer toutes nos préoccupations. Les communautés kassayennes et katangaises sont donc appelées à vivre ensemble et à s'accepter tel qu'est prêché par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge depuis son arrivée à Lubumbashi. L'Église doit être au centre pour prêcher la paix et l'amour du prochain. C'est dans cette optique que les communautés religieuses ont été associées par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge dans la recherche de solutions dans les conflits entre Katangais et Kassaïens. Nous sommes là pour la paix, chose que nous faisons tous les jours, dans nos prêches, dans nos mosquées, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos cathédrales. Nous parlons que de la paix. Et vous savez que la paix a coûté cher pour nous les chrétiens. À Christ. Alors, on ne peut pas bâtir, construire, développer un pays s'il n'y a pas la paix. Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est décidé d'être à l'écoute de toutes les couches socio-professionnelles du Haut-Katanga et du Grand Kasaï pour que la paix revienne dans la province. Un nouveau commandant, synonyme de nouvelles stratégies dans la lutte contre les IDF, le général de brigade Kasongo Maloba a pris les commandes des opérations Sokola 1 Grand Nord. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui a pris part à son installation, appelle la population à faire confiance aux forces armées du pays et aux militaires d'intensifier la lutte. Images et commentaires. C'est officiel. Le général de brigade Kasongo Maloba assure désormais les commandements des opérations Sokola 1 Grand Nord. Son installation est intervenue ce samedi 23 avril 2022 au cours d'une cérémonie qui a été supervisée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, à l'état-major secteur situé à Païda, dans la partie est de la ville de Beni. Le général de brigade Kasongo Maloba, en provenance de l'Ituri, remplace le général de brigade Mputela Kolito Bertin, appelé à assurer d'autres charges près d'une année après sa nomination à la tête de ce secteur. Le gouverneur des provinces a saisi l'occasion pour donner plus de tonus à tous les commandants et à travers eux aux hommes des troupes pour intensifier la lutte contre les ADF dans cette partie de la RDC. Constant Ndima invite la population à continuer d'avoir confiance en leur armée en général et particulièrement dans le nouveau commandement Sokola 1. Hier, vous étiez avec le général Poutela. Vous encouragez, il est parti, mais le travail doit continuer. Au commandant secteur Sokola 1 Grand Nord entrant. Et aujourd'hui, il est parmi vous. Il est votre commandant, vous l'appuyez, vous êtes à ses côtés, comme vous tous. Vous êtes à nos côtés pour répondre à la noble mission que la nation, à travers notre représentant qui est le commandant suprême, à travers notre hiérarchie qui est le chef d'état-major général, qui a pris cette décision, nous devons exécuter sans faille. Après cette cérémonie, l'autorité provinciale est allée visiter les sites où sont entreposés les engins des Ougandais, lesquels engins serviront à la modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. C'était une opportunité pour le lieutenant-général Constant Ndima d'encourager l'unité des Ougandais commise à la garde du dit site. Un soutien de plus pour les jeunes entrepreneurs du secteur agricole et de l'agrobusiness. Le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans ce secteur, appuyé par le Bureau international du travail, vient de signer une convention de partenariat avec 6 centres d'incubation pour former et accompagner ces jeunes. L'innovation sera au centre du projet. Lusette Nsaka. Avec cette convention de partenariat signée ce samedi 23 avril 2022, PEJAB, projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, et les 6 centres d'incubation s'engagent dans la formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans l'agriculture et l'agrobusiness. Objectif, mettre l'innovation au cœur de ces secteurs et faire de l'agriculture autrement. Pour les coordonnateurs nationaux du PEJAB, les centres sélectionnés vont incuber les entreprises des jeunes.
Nous signons avec 6 centres, dont 3 sont situés dans la ville-province de Kinshasa, 2 dans la province du Haut-Katanga, 1 centre dans la province du Haut-Lomami à Kamina, pour qu'à la fin, ces jeunes puissent présenter un plan d'affaires au niveau des banques commerciales et obtenir des crédits en vue de mener leurs activités sur le terrain. Jacaranda est l'un des 6 centres d'incubation qui vont accueillir ces jeunes entrepreneurs. Son responsable s'en réjouit. On veut garantir en alimentation le pays, parce qu'en formant ces jeunes dans l'agrobusiness, c'est une façon de leur apprendre et aussi de créer des entreprises. Et de l'autre côté, toute la production qu'on pourra recevoir de cette formation ou du travail de ces jeunes pourra aider le pays ou même la ville dans laquelle il y a ces centres. Cette convention vient renforcer le partenariat signé dernièrement entre PEJAB et Equity BCDC pour faire de ces jeunes des vrais entrepreneurs. Il faut une très bonne condition physique pour accéder dans certains marchés de la capitale après la pluie. La boue et les immondices qui se côtoient proposent un spectacle désolant. Le pire dans ça, c'est le danger des maladies qui se propagent par la consommation des aliments étalés à même le sol. Gina Wabiwa a vécu ce calvaire. Voici son reportage. La situation se dégrade de plus en plus. Après la pluie, accéder dans certains marchés demande plusieurs efforts. Il faut retenir son souffle. Parfois, faire comme cette femme, s'armer en bottes pour affronter les immondices mêlés à de la boue, dégageant une odeur nauséabonde. Pourtant, sur les mêmes lieux, légumes, épices, bref, tout ce qui se mange, y sont étalés ou exposés. Et cela sans calculer l'impact de cette insalubrité sur la santé publique, car vendeurs tout comme acheteurs respirent l'air pollué et sont exposés aux maladies liées au manque d'hygiène, comme les choléra, la diarrhée, la fièvre typhoïde, avec pour conséquence parfois la mort. Dans d'autres marchés, l'on retrouve des ordures entassées, recueillies lors des travaux d'assainissement du week-end, sans pour autant être reconduits à la décharge. À la moindre pluie, ces déchets regagnent leur case de départ. Faut-il s'habituer à cohabiter avec de la saleté? Pourquoi l'insalubrité demeure dans des marchés qui noient? Les questions sont juste posées et les autorités interpellées. Nous sommes de plein pied dans la deuxième partie de ce journal. Vous le savez, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était au Kenya cette semaine où il a pris part au sommet quintipartite sur les questions sécuritaires dans la région. Le président avait également accordé quelques audiences avant de quitter Kinshasa pour Nairobi. Pierre Kibambe nous propose un résumé de la semaine du président. Les étudiants de la RDC en Ukraine ne sont pas délaissés pour compte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est impliqué pour leur prise en charge. Ces étudiants congolais en détresse fouillant la guerre en Ukraine doivent impérativement poursuivre leurs études dans d'autres universités de l'Union européenne qui accepteront de les accueillir, a rassuré le chef de l'État à Serge Nyangi, un homme d'affaires congolais vivant en Ukraine qui a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine. Ses compatriotes s'étaient rendus à la rescousse des étudiants congolais de l'Ukraine. Il a été invité par le président de la République pour des échanges sur cette épineuse question, a-t-il indiqué au sortir de l'entrevue. Près de 2 semaines après le mini-sommet quadripartite du Kenya à marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC au traité de la communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu à Nairobi où s'est tenu les sommets quintipartites consacrés à la situation de la paix et la sécurité dans la région, réunissant le Kenya, la RDC, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Les assises ont eu lieu au palais présidentiel de Nairobi. C'est après 4 heures d'échanges à huis clos entre les chefs d'État que s'est clôturé le sommet auquel ont pris part les présidents Uhuru Kenyatta, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye et le ministre rwandais des Affaires étrangères représentant le président Paul Kagame. Une série de résolutions et décisions ont été prises, à savoir notamment l'engagement de tous les chefs d'État de la région à se joindre et à soutenir ces processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise.
Avant de quitter Nairobi pour Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête au State House avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta. Il a remercié son hôte pour son hospitalité et présenté les condoléances du peuple congolais à la suite du décès le vendredi 22 avril de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Les opérations militaires conjointes RDC-Ouganda contre les FDLR se sont poursuivies cette semaine. Au courant de la même semaine qui s'achève, les fonctionnaires de l'État ont reçu la bonne nouvelle de l'augmentation de 30% sur leur salaire de base. Plusieurs autres sujets d'actualité exploités cette semaine par notre rédaction sont repris dans cette rétrospective de Serge Matin. Les armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la force de défense du peuple ougandais, ont pilonné les bastions des rebelles des forces démocratiques alliées repérés à Mont-Oyo, près de la cité de Komanda, en territoire d'Irumu, dans la province d'Ituri. Le gouvernement de la République a annoncé l'augmentation générale des 30% des salaires de base des fonctionnaires de l'État. Cette décision est d'application dès le mois d'avril, a expliqué le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaouyebois. Selon lui, le gouvernement est même prêt à aller plus loin. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dirigé cette semaine l'atelier d'évaluation des contentieux des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à litige. Question d'améliorer la prise en charge des contentieux électoraux des prochains scrutins. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue Kimwenza dans son tronçon compris entre Victoire, Bongolo vont bon train. Les constats est du ministre d'État, ministre des Infrastructures, à la suite d'une visite d'inspection sur le terrain. À quelques mètres de là, les croisements des avenues Kimwenza, Kapela est dans un état de délabrement avancé, surtout après chaque pluie. Les habitants de ce coin de la capitale ne savent plus à quel sens se vouer devant ces difficultés de circulation. Les travaux du projet Tilegelou au Grand Kasaï et à Kinshasa évoluent normalement bien. Ces projets ambitieux visant à moderniser et à réhabiliter les infrastructures routières dans des milieux périphériques connaissent une vitesse exponentielle. Placé sous le thème « Lire, c'est vivre », la 4e édition du Festival des livres et de la Bible a vécu à Kinshasa. Lancé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, ces rendez-vous culturels et scientifiques s'est étendu jusqu'au dimanche 24 avril. Si la place des évolués, la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste définitive des candidats déclarés recevables à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à litige, prévue le 6 mai prochain. La conférence interprovinciale sur la paix et la réconciliation communautaire a démarré ce vendredi à Lubumbashi. L'objectif est d'identifier les causes lointaines des flux migratoires observés entre les grands Kasaï vers les grands Katanga, mais surtout de proposer des pistes de solutions. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui a lancé les travaux de cette table ronde sur la paix et les vivre ensemble en République démocratique du Congo. Le débat général sur la réforme de la loi électorale a débuté effectivement ce vendredi 22 avril à l'Assemblée nationale. Cette loi propose plusieurs innovations en vue de garantir la transparence aux élections. Nombreux sont à ce jour les Congolais qui s'adonnent à l'agriculture ou encore à l'élevage, mais très peu seulement sont soutenus dans leur démarche. Certaines organisations non gouvernementales n'hésitent pas de venir en aide. L'une d'entre elles, en exercice dans les Tanganyika, a attiré l'attention de notre rédaction. Voici cette chronique de Médard Boyal. Dans la province du Tanganyika, il y a le territoire de Kalemie. Ici, une nouvelle expérience agricole est en train de se manifester. Des Congolais dotés de la volonté de changer la face du territoire se sont lancés dans une aventure. Elle concerne la production agricole et la distribution de boutures saines de manioc. Très rapidement, des résultats surprenants sont au rendez-vous. Encouragé par l'implication des communautés et des résultats obtenus, l'ONGD Bisou Développement se propose de porter haut son flambeau. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous, à ma qualité de présidente du conseil d'administration de l'ONG Bisou et Développement. L'activité de ces jours restera gravée dans les annales de la province par le fait qu'elle rentre non seulement par l'émission des Bisou et Développement, mais elle coïncide avec le thème de cette année
de la journée internationale dédiée aux droits de la femme, celui d'amener cette dernière à l'autonomisation, à lutter contre les changements climatiques, le Covid-19. Améliorer la qualité de la vie dans un milieu, c'est intervenir dans plusieurs secteurs à la fois. Des écoles, des centres de santé, l'aménagement des routes, des recettes agricoles. Le champ est vaste, mais il faut commencer quelque part. BIDEV est une organisation multisectorielle qui intervient dans les domaines dont voici quelques-uns: agropastoral, environnement, santé, éducation et d'autres. Nous saisissons de cette occasion pour passer en revue quelques réalisations effectuées par BIDEV dans la province du Tanganyika. Période 2020-2021. Dans le domaine de l'éducation, assistance et prise en charge de 20 élèves orphelins du complexe scolaire Mwangaza, kits et frais scolaires. Juillet 2021, toujours dans l'éducation, création d'une école primaire au village d'Imbwe sur demande de la communauté, projet en cours. Ici nous sommes. Novembre 2021, dans le domaine de santé, création d'une clinique mobile dans le village Kambembe et Djimbwe. En avril 2021, dans l'agropastoral, il y avait création d'un cheptel et porcin dans le but de valoriser et de lutter contre la malnutrition dans les ménages. Avril 2021, toujours, dans l'agriculture maintenant. Dans le cadre de développement communautaire, BIDEV s'est procuré des boutures saines de manioc, variété Sawasawa et Sansi. En plus, l'ONG BIDEV exécute un projet de plantation des arbres fruitiers et la multiplication des bananes sur 6 hectares dont la réalisation est à 45%. Les bénéficiaires de l'action Bizuri Développement dans le Tanganyika n'ont pas cessé de saluer une œuvre sociale bien salutaire. Kwa siku ya leo, BIDEV Bizuri Development inatuinua sisi nako wasenasem. Le choix pour booster le secteur agricole en République démocratique du Congo passe par une vraie politique volontariste, l'encouragement des paysans et des acteurs engagés réellement sur le terrain, la distribution des semences aux paysans et bien sûr le financement de l'agriculture, un secteur qui occupe près de 70% de la population congolaise. Rendons-nous momentanément dans une bibliothèque pour vous présenter ce soir 2 ouvrages avec notre chroniqueur Maison Médard, Bouyal Mangal. J'ai failli oublier votre nom, bienvenue sur ce plateau. Bah, ça arrive, mais c'est bien. Alors, Bouyal, 2 ouvrages à présenter à nos téléspectateurs. Le premier est intitulé Aménagement de l'espace congolais. Il est de Mozart Frédéric Nyoka Mupangila. Quelles questions pose-t-il dans sa rédaction? Bon, d'abord, l'auteur fait un constat sur l'aménagement du territoire congolais 60 ans après. Évidemment, il remonte un peu plus loin l'expérience coloniale et il constate que l'aménagement n'a pas beaucoup évolué. On est resté dans une dimension coloniale avec une structuration pour prendre l'exploitation congolaise et puis amener les produits vers la Belgique. Notamment le chemin de fer, les voies fluviales, c'était d'abord pour le besoin colonial. Alors il va falloir aujourd'hui poser le véritable problème de l'appropriation pour le Congolais. Quelle est l'ambition pour le Congo par rapport à la question d'aménagement? Voilà la question que l'auteur est en train d'exposer. Alors il est en train de parler de bilan de 60 ans de gestion d'un pays continent, mais aussi des pistes pour la géogouvernance et le développement territorial durable de la République démocratique du Congo. Quelles sont ces pistes? La première piste, c'est d'abord avoir des politiques publiques qui tiennent compte des besoins et des ambitions du Congo. Et comme il pose la problématique, un pays sur le continent, donc avoir des aménagements qui tiennent compte de ces problématiques, notamment la sécurisation, la pacification du territoire, l'amélioration du climat des affaires, la maîtrise démographique. Et donc les politiques publiques devront tenir compte de ces éléments. Et il faut ajouter que l'auteur est docteur en sciences géographiques et il est actuellement le recteur de l'université pédagogique de Kananga. On comprend sa préoccupation, il a toujours eu un intérêt vers des questions économiques comme un champ de recherche. Et donc il pose à la fois la problématique économique liée aux infrastructures pour un pays qui veut décoller.
Alors, le deuxième ouvrage que vous nous présentez ce soir, il est de Jean-Clément Diambilay, intitulé « La bénédiction de l'indépendance financière », un titre qui paraît un tout petit peu interpellateur. Tout à fait, parce que nous sommes face à la précarité, la pauvreté, et en fait, l'environnement où les besoins sont en train de s'exprimer, aborder de manière particulière la question des finances. Parfois, on est gêné d'en parler, mais l'auteur a pris le courage d'aborder cette question, évidemment en représentant l'aspect, si vous voulez, spirituel, en s'appuyant sur les données bibliques, mais en réalité, il pose le problème parce que de manière générale, vous savez que sur le parcours de la plupart d'entre nous, on n'a pas été formé à aborder à la place publique les questions financières. Bon, l'argent, on l'aime bien, on ne sait pas comment ça arrive. Alors, on va peut-être finir par là. Comment commentez-vous le choix de cette écriture? Bon, ça se présente de manière assez claire. L'ouvrage apparaît comme un ouvrage autobiographique. L'auteur le pasteur est en train de parler de sa propre vie, de son clan, de la misère, de l'environnement dans lequel il a vécu et ce qui lui a permis de trouver des réponses à ses préoccupations. Donc, dans un ouvrage autobiographique, le jeu est là, a une place importante. Le M ou ma famille ou le possessif revient plusieurs fois parce que pour convaincre, il veut montrer aux gens ce que lui-même a vécu avant de croire qu'il est bien possible de décoller, qu'il est bien possible de faire des affaires tout en étant dans un environnement qui est le nôtre. Merci beaucoup, Médard Mbouyal Mangal. Je crois avoir bien dit votre nom cette fois. Merci pour cette présentation de deux ouvrages. L'un intitulé « Aménagement de l'espace congolais » de Mozart Frédéric Nyokamupangila, à découvrir également un autre ouvrage de Jean-Clément Diambilay intitulé « La bénédiction de l'indépendance financière ». On poursuit ce journal. La République démocratique du Congo met progressivement la main sur la transformation de ses ressources naturelles. Le pays va dans un futur très proche se lancer dans la production de batteries et voitures électriques. Le Centre africain d'excellence va s'en charger. Sa création a été actée par la signature d'un accord avec l'Allemagne. Images et commentaires. Africain d'excellence sur les batteries a été lancé ce vendredi 22 avril 2022. L'accord de coopération entre l'Université de Lubumbashi et l'Institut Stenbest d'Allemagne, ainsi que les partenaires, a été scellé au Pullman Grand Caravia. Cet événement historique qui met la RDC au centre des enjeux mondiaux de l'heure s'est passé en présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga et de 4 ministres nationaux. Celui des mines, de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur universitaire, ainsi que celui de l'industrie. Julien Paloukou, dont les charges ont été confiées par le chef de l'État pour matérialiser ce projet. Le chef de l'État a dit non, on doit changer de paradigme. Il faut désormais qu'on réfléchisse comment nous-mêmes nous devons nous autonomiser. Et c'est le sens de tout ce que vous avez comme séance ici pour nous ramener à la création de ce centre africain d'excellence. Nous pouvons, à partir de l'Afrique centrale, lancer finalement la production des précurseurs des batteries électriques et demain des voitures électriques ici en République démocratique du Congo. Sous l'œil averti des envoyés de la Commission économique des Nations Unies en Afrique et des délégations des universités zambiennes. Il s'agit pour l'université de Lubumbashi et les universités partenaires d'une responsabilité afin de répondre aux défis intégrés des États. Nous sommes heureux de constater que nos étudiants, nos enseignants, seront partie prenante à ce projet pour que nous puissions résoudre non seulement la question de l'employabilité, mais également du savoir-faire à l'occasion de l'exploitation des ressources naturelles. Centre africain d'excellence pour la recherche avancée et l'innovation sur les batteries en RDC vient résoudre non seulement la question de l'employabilité, mais également la mise en valeur des ressources naturelles en RDC. Un consortium de 15 organisations de la société civile évoluant dans 8 provinces du pays seront désormais appuyées par la Suède, un appui en renforcement de capacité afin d'aider ces organisations à mieux porter la voix des populations. Marthe Magaza nous donne les détails sur la signature de ce protocole.
Ce protocole d'accord matérialise le processus de mise en œuvre du programme démocratie et la promotion des droits. Cet avènement est ainsi une réponse longtemps entendue par les acteurs de la société civile congolaise ainsi que nos communautés locales. Et on a voulu faire cet appui pour un consortium de 15 organisations qui travaillent dans 8 provinces et dans plusieurs domaines. C'est quelque chose qui va donner plus de capacité pour la société civile ici en RDC. L'accord, c'est un appui pour renforcer la capacité de la société civile, pour mieux travailler avec les populations, pour avoir une vraie capacité de porter le voix de la population et aussi les vœux de la population pour le changement et des réformes ici en RDC. La signature de ce partenariat ouvre une nouvelle ère pour la société civile en République démocratique du Congo. Salle de Suède vient de jouer sa part en nous dotant de moyens qu'il faut pour renforcer notre travail de terrain, porter la voix de la population, l'accompagner, ses besoins, ses aspirations, faire de telle manière que la plus basse des voix soit entendue au niveau de la grande gouvernance de la République sur 4 aspects. La démocratie, l'autonomisation de la femme, droit de la femme, la santé, aussi l'accompagnement du renforcement de la capacité de la société civile. Pour les 15 membres du consortium DDH, cet accompagnement direct de la société civile congolaise tombe à point car c'est au moment où la RDC s'apprête à préparer le prochain cycle électoral. Jeanne Blandine Kawanda, directrice générale de la DGDA et première femme à diriger cette régie financière, a reçu un diplôme d'honneur de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance. Quels sont les éléments qui ont concouru à l'obtention de ce diplôme? Ricky Nzouzi nous répond à la question dans ce reportage. Arrivé seulement en décembre 2021 à la tête de la Direction générale des douanes et accises, grâce à la confiance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, placée en la personne de Jeanne Blandine Kawanda Walom, la nouvelle directrice générale de la DGDA est la première femme à occuper ce fauteuil dans cette régie financière. Vient de recevoir de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance OCBG un diplôme d'honneur, d'excellence et de mérite civique avec trophée, lui décerné pour le travail, la vertu et les actions de grande envergure à son actif, tant sur le plan administratif, technique, managérial, social, gender, culturel, philanthropique et tant d'autres au service de la nation. Merci pour cette gratification qui consacre l'opinion que s'est faite de mon humble personne les gens de bonne volonté qui suivent de près les efforts déployés depuis que j'ai pris les leviers de commande de la DGDA. C'est pour moi un motif de fierté de recevoir, grâce à votre expérience avérée, ce diplôme d'honneur. Ce geste démontre à suffisance qu'au quotidien, les actes de gestion posés dans le but de relever les défis qui m'incombent dans la chaîne d'exécution des objectifs du gouvernement font l'objet de suivi régulier par les observateurs avertis. Le président de l'OCBG, Papi Tamboué, avait auparavant rappelé les réalisations qui couronnent ce sac de Madame Kawanda Walom. Vous en avez déjà entendu parler, Lions Club Kinshasa Lipopo totalise 41 ans depuis sa création. Monsieur Richard Achindi, qui a pris les commandes de ce club, a au cours de la cérémonie marquant son intronisation vanté les prouesses philanthropiques de son organisation. Images et commentaires. M'engage solennellement à respecter la Constitution et les statuts du Lions Club international. Ayant pour devise construire et non détruire, cet engagement solennel mieux en serment est l'un des objectifs fixés par la charte des Lions Club Kinshasa Lipopo qui célèbre à ce jour ses 41 ans d'existence. Engagé à toujours servir, Richard Achinda, président de la charte des Lions Club Kinshasa Lipopo, accepte à cœur joie de reprendre la commande après un parcours élogieux caractérisé par de nombreuses réalisations philanthropiques. C'est nous, notre club, qui soutenons par exemple l'hôpital de la Rive. Année après année, nous les visitons, nous les assistons, les lépreux qui s'y trouvent. C'est notre club qui soutient les aveugles, les pinceaux, les papiers braille, les machines. Nous avons, il y a 2 ans, aménagé tous les dortoirs des aveugles et réhabilité tous les sanitaires. Et là,
Dans quelques jours, nous allons inaugurer les raccordements pour la première fois de l'INAV, l'Institut national pour aveugles, en eau potable de la régie des eaux. Occasion tout indiquée pour le directeur district Lions Club International Diemungandou de vanter l'engagement et la participation des amis Lions Kinshasa Lipopo avant de remettre d'insignes et autres symboles, gestes qui traduisent l'intronisation d'un nouveau membre. Cette retrouvaille autour de table était un moment de joie et de plaisir partagé. Un geste de cœur, c'est celui posé en faveur d'une femme victime d'un AVC partiel à la suite d'une escroquerie. Une organisation non gouvernementale est passée sur le chemin de Maman Chanda. Regardez. Sanka, une cinquantaine révolue, née à Kananga dans la province du Kasaï central, est frappée d'un AVC, victime d'une escroquerie qui l'a entraînée dans la misère totale. Rejetée, abandonnée et devenue mendiante par-ci par-là pour sa survie. Une bienfaitrice, Fifi Mongwana Bajana, de la diaspora congolaise et présidente du NEC, Nouvel Écho du Congo, Paris en France, a tendu la main à cette pauvre dame. Je réponds favorablement à l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire participer tous les Congolais de la diaspora aux efforts de développement de notre pays. Par le biais de l'ONG NEC, Nouvel Écho du Congo, initié par son président, l'honorable Anamakana Mandenza, nous avons pris en charge notre maman qui s'appelle Maman Chanda. Internée au centre médico-chirurgical et maternité La Vie dans la commune de Kasavubu, une fois prise en charge, la patiente raconte son calvaire. Le docteur Serge Tenda, médecin général des centres, explique. Nous avons la charge de prendre maman, de la prendre en charge pour qu'elle puisse reprendre la vie. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc il s'agit d'un ancien cas d'AVC négligé. Et depuis 2006, avec cette négligé. Une prise en charge d'AVC demande beaucoup d'argent parce qu'il y a de bilans, hein, il y a de bilans de retentissement qui demandent beaucoup, il y a le médicament, il y a une prise en charge qui va suivre, il y a la kiné de rééducation, tout ça. Donc vous voyez, ça demande beaucoup d'argent. Nouvel Écho du Congo, qui a fait les premiers pas, compte également sur l'appui des hommes et des femmes de bonne volonté pour aider cette femme. Le NEC s'est mobilisé autour de notre maman. On a fait un premier pas, mais nous avons besoin de tout le monde. Et donc, je lance un appel à notre maman, la première dame de la RDC, maman Denise Nyakiro Tshisekedi, maman Anto Chanda a besoin de vous. Je lance aussi un appel à notre ministre de la famille, maman Gisèle Ndaya, à maman Irène Essambo. Le NEC a pu justement la faire visiter par un médecin. Aujourd'hui, on a besoin de vous tous pour qu'on puisse justement l'aider jusqu'au bout. Nous parlions en ouverture de ce journal des pourparlers de Nairobi entre la délégation gouvernementale et quelques groupes armés, non compris le M23. Le M23 qui, vous le savez, a attaqué les positions des FARDC le samedi dernier. Le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Sylvain Ekenge, donne ici les détails de cette attaque. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la journée du samedi, le 23 avril 2022, aux environs de 15 heures locales, le M23 a attaqué les positions des FARDC de Bugusa, Kinyamahura, Rwambeo, Tchéa 1 et Tchéa 2 dans le territoire de Rutshuru, violant ainsi la trêve et le cessez-le-feu décrété pour permettre l'aboutissement heureux
des consultations de Nairobi. Face à cette situation et aux intentions bellicistes du M23, les forces loyalistes tirent les conséquences qui en découlent et ne se laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeuiller la paisible population et de la plonger dans la misère la plus noire. Le reboisement d'1 milliard d'arbres d'ici 2023 est mis sur pied de pépinières. Un mémorandum d'entente vient d'être signé entre le ministère de l'Environnement et une société partenaire. Explication. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a présidé ce vendredi 22 avril 2022 la cérémonie des signatures de mémorandum d'attente entre le ministère de l'Environnement et la société Pioneer Group LLC portant sur le reboisement et la lutte contre la dégradation du sol. Le Fonds forestier national FFN, branche sous tutelle du ministère de l'Environnement, exécutera le clause de ces mémorandums pour la partie liée au programme de reboisement. Le terme de cet accord répond à la vision exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de promouvoir la croissance économique, notamment par la lutte contre le changement climatique. Programme jardin scolaire, 1 milliard d'arbres d'ici 2023 sera davantage boosté par la mise en œuvre de termes de ces mémorandums d'attente qui porteront également sur le renforcement de capacités des agriculteurs et fermiers dans le domaine de reboisement, l'électrification des 145 territoires pour lutter contre les déboisements, la mise en service de pépinières dans les 145 territoires. Plusieurs ministères sectoriels sont concernés par la mise en œuvre de ces projets. En ce qui concerne le ministère de l'Environnement et Développement durable, à renforcer le massif forestier congolais face aux défis de la lutte contre le changement climatique au monde. Vers une matérialisation de l'extension en province du guichet unique de déclaration et de paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations dues à la DGI, à la CNSS, à l'INPP et à l'ONEM, les mandataires de ces structures étatiques et leurs experts avancent à grands pas dans l'effectivité de cette réforme. Ils se sont retrouvés ce week-end sous la conduite du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzokamole. Regardez. Autour du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, ses collègues de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS, de l'Institut national de préparation professionnelle INPP et de la Direction générale des impôts DGI. Cette séance de travail, élargie aux experts de ces différentes structures réformatrices, ne visait qu'un seul objectif, celui de faire avancer la mise en œuvre d'une réforme combien importante pour le secteur des investissements. Réforme portant extension en province du guichet unique de déclaration et de paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations dues à la DGI, à la CNSS, à l'INPP et à l'ONEM. Ces mandataires, qui ont clairement affiché leur volonté de voir se matérialiser l'extension de ces guichets uniques en province, ont enjoint les experts de leurs structures respectives à proposer dans un court délai un chronogramme d'activité quant à ceux. Des discussions qui se sont poursuivies entre experts, il ressort entre autres la nécessité d'uniformiser le fichier et le répertoire des structures concernées pour ne constituer qu'un fichier unique, mais également l'urgence de réviser le protocole d'accord existant entre elles pour insérer l'aspect lié à l'extension en province. La mise en œuvre effective de cette réforme devrait notamment permettre de centraliser et de simplifier les procédures et le paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations. De cette manière, les opérateurs économiques n'auraient qu'un seul interlocuteur en cette matière qui va permettre une harmonisation des échéances de paiement et de déclaration et une meilleure prévention de risques de pénalisation des assujettis. Encore un geste de cœur dans ce journal, cette fois celui d'une organisation non gouvernementale qui se propose de venir en aide et d'encadrer un groupe d'orphelins abandonnés. Nonomantieko. La fondation Les Amis des Moulounda et Georgette ayant comme vision cœur généré pour les orphelins se veut être un cadre entièrement voué à la bienfaisance et dédié à l'enfance orpheline, un lieu de vie à tous égards, des cultures d'amour et du partage. J'adore mon pays et je voulais vraiment trouver un moyen de aider. Et comme j'ai perdu ma mère et mon père à un jeune âge, j'ai pensé que c'était mieux de commencer avec les enfants. Et puis on travaille aussi avec le VIH. Je n'avais pas de chance d'aider mes parents
quand ils ont grandi. Alors, je voulais aussi montrer cet amour au Béard. Et vraiment, ils m'aident plus que moi. Ils sont vraiment l'avenir du Congo et on doit être là pour leur soutenir. Pour sa présidente Adolphine Luka Bouchile, la fondation LAMG est une réponse à la diversité de notre humaine condition et aux aspérités du destin. Acheter la nourriture tout le temps c'est trop cher et puis chercher des légumes, je préfère faire ça à l'eau et puis donner ça aux veillards et aux enfants. Et puis aussi ils peuvent apprendre comment faire l'agricole. Et on a aussi business training. Les gens qui ont des idées de business, ils peuvent venir dans les training centers. On va travailler avec eux sur leur business plan. On peut leur donner l'argent de moins de 500. On travaille ensemble pour 3 mois et puis ils peuvent trouver comment gérer leur business. Alors, on a beaucoup de choses à faire. Retenez que la remise des cadeaux et autres biens ont clôturé cette cérémonie sous une ambiance de festivités. Suivant à présent en images et commentaires ce qu'a été le culte d'action de grâce célébré à l'occasion du 13e anniversaire de Monseigneur Jérôme Mouilamboué Simba, 13e anniversaire donc du sacre de Monseigneur Jérôme Mouilamboué Simba, évêque de l'Église catholique libérale, province du Haut-Katanga. Issus des coins et recoins de la capitale cuprifère, tous les fidèles de l'Église catholique libérale se sont fixés rendez-vous à la cathédrale Regina Coeli de la commune Katouba pour célébrer dans la grâce du Seigneur le 13e anniversaire épiscopal de leur berger. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque Jérôme Mouilamboué Simba, dans son homélie tirée de Jean 20, versets 19 à 21, le prélat catholique a exhorté les croyants fidèles à témoigner de la gratitude envers Dieu, source intarissable des providences et de toute bénédiction. Que chacun de nous est comme Thomas. Si tu te rencontres avec le Christ, il faut qu'il y ait un changement. Quand Thomas avait reconnu Jésus, il y avait quelque chose qui avait changé en lui. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai pas d'argent, moi je n'ai pas d'enfant, moi je n'ai pas de boulot, de travail. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Si tu rencontres Jésus, tu auras tout ce que vous cherchez. Un vent d'intenses moments de prière et de recueillement a soufflé dans le temple des dieux peu avant que le fidèle offre au Seigneur, en nature comme en espèce, des présents pour tous ses bienfaits. Le partage de l'Eucharistie, gage de la communion fraternelle en Jésus-Christ, a sonné l'éclat de ces cultes sur fond des prières de consécration de la République démocratique du Congo et surtout du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que Dieu l'accompagne dans sa lourde mission, celle de conduire le peuple congolais. Avant de boucler complètement ce journal, rendons-nous à Kamina où séjourne la vice-ministre de la Santé. Cette dernière a remis quelques kits de médicaments, nous dit Edith Chal avant ce reportage. Kamina, il y a une année, avant sa nomination au gouvernement Samalou Kondé, Véronique Lumbankoulou, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, revient à la maison et les siens se sont mobilisés pour un accueil digne de son rang. De l'aéroport au gouvernorat, sous la pluie, Véronique Lumbankoulou a battu les pavés, noyés dans une foule en extase. Son leadership dans cette partie du pays ne fait l'ombre d'aucun doute. Dans sa gibecière, du matériel médical pour les hôpitaux de la place et de l'énergie pour sensibiliser la population à la vaccination contre la Covid-19. Ce seront quelques jours à passer avec la population du Holomami et une occasion de discuter avec les professionnels de santé publique de cette partie du pays. Nous, le gouvernement, nous voulons vraiment être à la proximité de la population. Ça, c'est la vision du chef de l'État, surtout qu'il veut qu'il y ait une couverture santé universelle. C'est pourquoi je suis venu pour cette couverture santé universelle qui est un des axes que nous nous sommes assignés dans le gouvernement. Et le deuxième axe, c'est la lutte contre les épidémies. Nous aurons à faire beaucoup de conférences par rapport à cette pandémie de coronavirus. À l'aéroport, la vice-ministre de la Santé publique a été accueillie par Julie Banzawangoy, commissaire générale en charge de la santé de la province du Holomami.
Découvrons ce communiqué avant de nous quitter. L'agence de zones économiques spéciales, AZES, autorité de régulation, de suivi et contrôle des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, informe le public que par sa décision numéro 12/AZES/2022 du 20 avril 2022, le statut d'aménageur octroyé à la société Stratégos Group LLG, substitué par la compagnie de gestion de Maluku CGM, a été retiré. En conséquence, la compagnie de gestion de Maluku CGM ne peut plus prendre des engagements au nom et pour le compte de l'AZES Pilote de Maluku. Toute entreprise intéressée à s'installer dans l'AZES Pilote de Maluku est priée de s'adresser directement à la direction générale de l'agence de zones économiques spéciales située au 7e niveau de l'immeuble des anciennes galeries présidentielles dans la commune de Lagombe. Le communiqué est signé Ogi Bolanda Menga Momene, chargé de mission. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Moi, je retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. Bonsoir.